Je vous présente Jean Berjal, qui va nous parler de la panne d'électricité en Espagne, mystérieuse. Il va peut-être même faire un tout petit sourire pour la caméra. Je l'ai beaucoup stressé à cause de problèmes techniques, parce que en réalité, mon cher Jean, beaucoup de lecteurs nous expliquent qu'ils font la révolution et qu'ils préparent le changement de régime, mais il faut que ce soit avec un bon son et une bonne image, parce que quand même, la guerre, ça se fait en dentelle, ça se fait pas en treillis. Donc, les questions de formalisme, c'est beaucoup plus important que le fond pour au moins la moitié des auditeurs. Je remercie l'autre moitié qui se dit c'est pas si important que ça, mais il faut redire qu'il y a 50% de gens qui disent si le son est mauvais, j'écoute pas, même si c'est très intelligent. Et je préfère écouter une connerie avec un bon son qu'une chose intelligente avec un mauvais son. Voilà. C'était la parenthèse faite. Dites-nous qui vous êtes, Jean. Alors, moi, je suis un ancien ingénieur d'EDF, de la direction des études et recherches. J'étais ingénieur senior, chercheur, etc. Enfin, bon. Et j'ai eu des tas de fonctions. J'ai travaillé dans tout un tas de domaines, mais au début de ma carrière. Alors, il faut vraiment que vous parliez plus fort parce que là, c'est terrible, je vais me faire engueuler. Au début de ma carrière, pendant les 10 premières années, j'ai travaillé au service études de réseau de la direction des études et recherches. À l'époque, le RTE n'existait pas et tous les calculs de répartition de réseau, de stabilité et autres étaient initiés et même réalisés sur les ordinateurs de Clamart. Et donc, c'est là qu'on étudiait tous ces phénomènes tels que les blackouts et autres, les problèmes de synchronisme, les oscillations de réseau, etc. Bon. J'étais d'ailleurs en poste au service études de réseau quand on a eu le blackout du 19 décembre 1978. Ce qui était, pour les gens assez anciens qui peuvent s'en rappeler, on a eu pratiquement une journée sur toute la France où on a eu un blackout suite, je ne rentrerai pas dans les détails, mais donc je prétends savoir un petit peu ce que c'est qu'un blackout et comment on arrive à le faire. Bon, bien que je n'étais pas vraiment l'ingénieur ou parmi les ingénieurs les plus en charge du problème à l'époque, on travaillait tous ensemble, c'était un peu une grande famille et c'était vraiment très intéressant et très, très fructueux. Bon. Donc après, j'ai fait des tas de choses. J'ai travaillé dans le nucléaire, pour le nucléaire, mais je suis resté à la direction des études et recherches. Et j'ai été à l'international, j'ai travaillé beaucoup à l'international. J'ai été le patron, pas le patron, le secrétaire du comité 65 de la CEI, c'est la Commission électrotechnique internationale de Genève, qui traitait de tout ce qui était le contrôle-commande de toutes les installations industrielles, que ce soit pétrolier, chimie, les aciéries, les centrales nucléaires, il y avait tout là-dedans et on a sorti des normes d'ailleurs assez intéressantes là-dessus, sur la sécurité justement des systèmes. Bon. Et quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est à se faire dresser les cheveux sur la tête. Hein. Mais bon. Et donc là, moi je suis en retraite, disons, depuis le milieu des années 2000, là, vers 2006-2007. Enfin, j'ai arrêté en biseau. Et là, donc je connais un petit peu ce qui a été mis en place. Et de temps en temps, je regarde, par exemple, Ecodomix, qui est le site de RTE, donc du gestionnaire de réseau français, et je regarde quel est l'équilibre production, quelles sont les différentes sources d'énergie. Tout le monde peut s'y connecter, hein. C'est ECO2 Mix MIX, et c'est accessible à tout le monde, c'est très bien fait, et on a toute la production par filière, minute par minute, sur les quelques dernières années. Et on choisit le jour, on a tout. Bon, c'est en couleur, c'est en plus très bien fait. C'est d'ailleurs ce que j'ai sorti sur dans mon petit papier. Et, je vais en parler. Alors, si vous parlez en revanche, si au lieu de regarder votre caméra, vous regardez bien, si au lieu de regarder le son de votre écran, vous regardez bien la caméra, je suis sûr que le son va mieux passer parce que je vais me faire engueuler, je le sais, je suis par avance. Ça sera mieux. Non, mais il faudra dire que c'est moi. C'est bien ça.
Ben, je dirais que vous, évidemment. je suis difficilement gérable, hein. Bon, mais bon. Et donc, alors, en Regardez regardant, bien la caméra, le petit alors, point caméra. Voilà. en regardant, ce qui m'a vraiment étonné, parce que j'ai regardé aussi ce qui s'était passé avant le blackout espagnol, et la première chose que j'ai regardé, c'était samedi dernier. Et quand j'ai regardé samedi dernier, ben, je me suis rendu compte que en France, on avait perdu une énorme partie du photovoltaïque vers à peu près dans les mêmes eaux, vers midi. Et puis on l'a vu revenir vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Bon. Et ça, c'était avant. Donc, je me suis dit, Avant tiens, quoi? avant le blackout espagnol, c'était samedi. Donc, c'était quand même étonnant. On avait quand même perdu l'équivalent de 6000 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 4 tranches nucléaires qui avaient disparu comme ça, quasiment instantanément. Pour un réseau, je peux vous dire que c'est pour arriver à supporter ça, c'est quand même pas évident. Mais on est dimensionné pour, nous, on est dimensionné pour parce que on avait peu de photovoltaïque, on a peu de photovoltaïque en France par rapport à l'Espagne, mais déjà samedi, ça a fait un gros choc sur le réseau. Et puis alors, il y a eu le blackout, et mardi, j'ai entendu des gens dire on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est peut-être, il y en a qui ont parlé des ovnis, il y en a qui ont parlé des Russes, il y en a qui ont dit que c'était des gens de la maison, enfin, anciens de RTE et haut placés qui ont venu dire que c'était un phénomène climatique et que les cellules photovoltaïques avaient arrêté de produire à cause de ça. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Le phénomène qui a, d'ailleurs, un phénomène climatique qui aurait touché instantanément l'ensemble de la France et toute l'Espagne, c'est quand même un peu bizarre, hein, c'est bon. Et donc j'ai essayé, je connaissais un peu ce qui s'est tramé au niveau de la Commission européenne et les règles que soi-disant ils ont mises en place, enfin qu'ils ont mises en place d'ailleurs puisqu'elles fonctionnent. Et je suis allé sur un autre site qui nous donne en temps réel, enfin jour par jour, les prévisions des prix spot et ce qui se passe réellement, c'est un fait aussi, c'est les prix spot sur la plaque européenne. C'est-à-dire, Donc c'est les prix spot, c'est-à-dire les prix fixés c'est de les prix de vente marché, d'électricité. c'est des prix de marché. On appelle ça les prix spot, c'est les prix de marché. Je ne sais plus, c'est tous les 15 minutes ou tous les quarts d'heure. Et on voit arriver, donc c'est fait pour donc les échanges de la bourse. Tout le monde parle de la bourse, il fallait une bourse de l'électricité. Et donc là-dessus, les échanges se font, les échanges libres, hein, qui ne sont pas sur des contrats, se font selon ces prix. Alors, on avait jusqu'à 10 heures du matin un mégawattheure qui s'échangeait aux environs de 100 euros le mégawattheure, où on est monté à 120 ou 130. Et puis tout d'un coup, sur le coup de midi, les prix sont devenus négatifs. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de soleil et que la production d'électricité sur la plaque européenne dépassait ou était en passe de dépasser la consommation. Or ça, c'est impossible pour un réseau, sinon tous les groupes vont se mettre à accélérer, on ne tient plus la fréquence, c'est rédhibitoire, on perd le réseau si on n'a pas en permanence l'équilibre parfait entre la production et la consommation. Et comme la consommation est libre, c'est la production qui suit et qui s'adapte. C'est comme ça que ça se passe. Et là, quand on a énormément de photovoltaïque qui n'est géré par rien et qui se déverse sur le réseau, je dirais un peu comme dans un égout, c'est comme ça qu'ils considèrent le réseau, ben quand il y en a trop, on plante. Donc, les brillants stratèges excusez-moi du jeu de mots, les brillants stratèges Ça n'a rien à voir avec nous. de l'Union européenne ont dit, bon, c'est pas difficile, pour que les gens s'effacent, on va mettre des prix négatifs. Et il y a donc des prix négatifs. Et on a donc. Et alors, ce qui est extra. Alors, donc, je suis allé voir ça.
et je me suis dit, tiens, les prix sont passés en négatif au moment exactement, mais c'est exactement au moment de la perte des 15 000 mégawatts photovoltaïques espagnols. Et dire que c'est un hasard, ça me paraît un peu rude. Et d'autant plus que quand on regardait 3 jours avant, ou donc 2 jours avant le samedi, on a eu exactement la même chose. Et les industriels photovoltaïques qui sont sur le réseau français, ils sont sur la plaque européenne, ils ont les mêmes règles que les Espagnols. Et donc samedi dernier, avant le blackout, il y a eu aussi des prix négatifs. La disparition quasiment instantanée, enfin en quelques minutes, de la moitié du photovoltaïque français. Et bon, nous, ça a tenu donc. Mais quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne, ils étaient très fiers d'avoir dit une semaine avant qu'ils avaient 78,5% de renouvelables. Bon, avec 78,5% de renouvelables, dont beaucoup, énormément, parce qu'il y avait assez peu de vent, énormément de photovoltaïque, et bien quand tout d'un coup vous envoyez un signal de prix négatif et que ces braves gens se déclenchent, mais comme un seul homme, hein, c'est un signal qu'on reçoit, un signal, disons, électrique, et c'est un avertissement, et ils se déclenchent comme un seul homme, tous ensemble. Et quand on vient voir les Espagnols, les officiels espagnols qui disent on ne comprend pas, on a perdu 15 000 mégawatts d'un seul coup, on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est hallucinant. Ils ne savent pas comment marche le marché européen d'électricité et quels sont les signaux qu'on envoie. Et là, c'est une conséquence directe des prix négatifs. Donc, ils se sont retirés. Alors, il y a un petit détail en plus, c'est que ces braves gens, ces industriels photovoltaïques, ils se déclenchent d'autant plus facilement que, comme il y a des tas d'aides dans tous les sens pour le renouvelable, quand ils se déclenchent, on continue à leur payer l'électricité qu'ils ne produisent plus. Donc ils se déclenchent, et ils se déclenchent tous ensemble. Parce que s'ils restent enclenchés, ils payent par contre c'est à prix négatif, ça veut dire que tous les kilowattheures qu'ils injectent sur le réseau, en plus, ils sont obligés de payer pour ça. Donc, ils se déclenchent. Il faut se mettre à leur place. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire se déclencher, parce que, en fait, ce que vous nous dites, c'est que… Excusez-moi. Je vais finir ma question. Ce que vous nous dites, je résume de ce que j'ai compris, parce que c'est technique, il faut entendre que moi, je suis un béotien là-dessus. Ce que vous nous dites, c'est que tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, il y a un arbitrage sur le prix qui est donné par l'Union européenne, et que s'il y a quelqu'un qui est enclenché à 12h10 et qu'à 12h15, il sort du réseau, il arrête de produire parce que le prix devient négatif, on continue à lui payer le quart d'heure qu'il a lancé. Ah ben oui, en plus, donc il n'a aucune raison de continuer à rester là. De toute façon, sinon, s'il restait accroché, il serait taxé. Donc il s'arrête. Et quand on lui paye quand même ce qui reste, toute heure entamée est due. Mais voyons, rien n'est trop beau là pour le renouvelable. Mais alors, excusez-moi, j'ai utilisé le mot déclencher parce que déclencher, on dit déclencher, c'est pour un disjoncteur. Donc déclencher, c'est-à-dire on l'ouvre. Bon, c'est-à-dire on se déconnecte, ça veut dire se déconnecter. Déclencher, c'est tout. On disparaît, quoi, on n'est plus connecté au réseau. Il continue à être payé s'il disparaît. Oui, voilà. C'est beau, hein. Mais alors, je vais quand même je vais vous poser une question naïve. Moi, j'avais retenu que ni l'Espagne, ni le Portugal n'avaient accepté les règles du marché électrique européen. Non, c'est d'autres règles. Là, c'est d'autres règles. Bon, expliquez-nous. Alors là, c'est un peu compliqué. Hein. Disons qu'il y a quand même, entre les dispatchers européens, il y a d'ailleurs une structure européenne qui regroupe tous les dispatchers, dont d'ailleurs, pas dans tous les dispatchers, je ne dois pas utiliser le mot dispatcher, tous les régulateurs de réseaux de transport. Et l'Espagne
vous comprenez bien qu'ils sont, au niveau des prix, c'est sûr, ils sont sortis de cette espèce de serpent européen. Bon, ça c'est une chose. Mais par contre, ils sont restés interconnectés avec l'Europe. Et il y a quand même des échanges avec des contrats avec les Espagnols. Et là, ce genre de signal, puisque c'est toute la plaque européenne, là on ne parle plus de sous, on est dans le technique, dans le fonctionnement du réseau. Et quand le réseau commence à partir en quenouille à un endroit, il s'agit que tout le monde soit solidaire pour que le système fonctionne. Et là, quand toute l'Europe est en train de partir, je dirais en survitesse, là, mais à trop d'énergie sur le réseau, eh bien, il faut que tout le monde soit solidaire et que tout ce qui gêne puisse se déclencher. Alors là, en Espagne, ça a été fait n'importe comment. Ils ont perdu 15 000 mégawatts, il devait y avoir moins de 30 000 mégawatts de charge. Vous imaginez, le réseau, c'était pas possible de tenir un truc pareil. Mais vous savez, l'Allemagne, ils ont eu les mêmes signaux en Allemagne. Vous avez vu qu'en France, on a eu aussi la perte de la moitié du photovoltaïque. En Allemagne, ça a été pareil. Et j'ai eu quelques bruits, enfin quelques infos, mais alors là, je n'ai pas les preuves, que sur la situation en Allemagne, ça n'a pas été terrible. Hein. Ils sont passés pas loin aussi de se ramasser un blackout de ce côté-là. Hein. Et les centrales, heureusement qu'il y avait les centrales françaises, les centrales tchèques et les centrales polonaises au charbon, là, les gros trucs bien noirs là au charbon, mais qui tenaient le réseau. Hein. Tout seuls, les Allemands, ils n'auraient pas tenu. Hein. Bon, alors attendez, parce que sur le courrier. Pardon, attendez, je vais finir. C'est une digression. Mais non, bon. Alors attendez, je vais vous dire. La règle, c'est qu'on ne se coupe pas la parole, sinon plus personne ne comprend à cause des problèmes de son. Sur le courrier des stratèges, les gens aiment bien comprendre des choses précises. Ce que vous nous dites, c'est que le prix de l'électricité en Espagne n'est pas fixé, n'est pas un prix spot du marché de l'électricité européenne, mais que, je vais finir, mais que les Espagnols exportent de l'électricité, notamment solaire, et que lorsque les prix deviennent négatifs à l'exportation, les Espagnols coupent leur électricité et leur production d'électricité solaire. On peut le dire comme ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors expliquez-nous. Je pense, mais bon, là je ne suis plus dans le secret des dieux, mais les Espagnols ne vendent pas leur électricité. Les Espagnols ont un réseau qu'ils essayent de faire fonctionner. Et là, ils étaient dans une situation où leur solaire et leur éolien, et puis un petit peu d'hydraulique et un petit peu de centrale à gaz, alimentaient le réseau espagnol. Mais il faut voir aussi que le réseau espagnol produit une électricité qui est quand même relativement chère. Et sur la plaque européenne, il n'exporte pas. Il y a quand même EDF qui est là. Vous avez peut-être vu sur mon diagramme, sur le diagramme de RTE, qu'à 10h ce matin-là, ou à 10h le matin, en ce moment, EDF exporte 10 000 mégawatts. Enfin, EDF, non pas EDF, la France. Enfin, excusez-moi, j'ai encore les vieilles appellations. Mais la France exporte 10 000 mégawatts, on est même monté à 13 000 mégawatts. 13 000 mégawatts, ça fait quand même 10 des plus grosses tranches françaises. C'est des 1300 mégawatts, ça fait quand même 10 tranches. Et donc la France inonde les pays voisins, ils vont quelque part. Et donc on en vend aussi à l'Espagne, mais l'Espagne n'exporte pas de son éolien. L'Espagne essaye de fonctionner à peu près en équilibre et d'avoir des prix à peu près corrects pour leurs clients, et c'est tout. Et quand la France leur propose de l'électricité, enfin, il y a des contrats, il y a tout un tas de règles, c'est quand on leur fournit de l'électricité à bas prix, ils la prennent. Mais comme les autres, on en fournit beaucoup aussi vers l'Italie, vers la Belgique, vers l'Angleterre. L'Angleterre, les liaisons à courant continu fonctionnent dans le sens continent vers Angleterre. On est un peu le château d'eau d'électricité européen là en ce moment. La deuxième chose que vous nous dites, c'est qu'au fond,
l'électricité solaire, enfin d'origine solaire, elle est compliquée à gérer parce qu'elle dépend du soleil, comme son nom Bah l'indique, oui, oui, et oui. que s'il y a beaucoup de soleil, bah, on fait avec. Et à ce moment-là, Ah non, on ah, peut non, pas non, gérer. pas du tout. On ne fait pas avec. S'il y a du, bon, il peut y avoir des pannes ou des problèmes ou autres. Donc, sur le réseau, on est obligé de garder un certain nombre de centrales en fonctionnement qui ne sont pas du solaire. Le solaire, on le prend tel qu'il est, mais quand on en met beaucoup, eh bien, pour en avoir un peu tout le long de l'année, on est obligé d'installer il y a des capacités installées énormes. Et si vous avez un jour où il n'y a pas de nuages, pas de brouillard et où il y a beaucoup de soleil, eh bien, vous ramassez toute la production solaire et on en est au point où la production solaire dépasse la consommation du pays. Enfin, solaire plus éolien, ça dépasse la consommation du pays. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est une condition physique qui rend absolument impossible l'exploitation d'un réseau. Le réseau, il ne reste pas à 50 Hz, il va monter en fréquence et autres. C'est impossible. C'est une impossibilité, je dis bien physique. Donc, quand il y en a trop, il faut en faire quelque chose. Donc, il faut déclencher. Donc, pour Donc, ça, déclencher, déclencher, on le redit, ça veut dire arrêter, ça veut dire on et arrête. pas commencer On comme on arrête. croit, Et alors, comme les débiles comme moi pensent. pardon, mais comme on l'a fait n'importe comment, avec des règles, ben ça c'est pondu par la Commission européenne, comme on l'a fait n'importe comment, on envoie un signal à ces industriels photovoltaïques en leur disant maintenant, vous allez être pénalisés pour les kilowattheures que vous injectez sur le réseau, donc ils se déconnectent instantanément. Ils n'attendent pas. Hein. On leur donne un quart d'heure, puis bon, et puis ou même pas, je sais même pas. J'ai l'impression que c'est là, j'ai eu l'impression que c'était instantané. Et donc ils se déconnectent. Et puis donc en Espagne, eh ben ils étaient en pleine production. Il y a beaucoup plus d'industriels en Espagne que de panneaux sur les toits chez les particuliers. Industriels qui produisent de D'industriels, oui, l'électricité. d'industriels propriétaires de fermes éoliennes d'assez grosse puissance. Et donc ceux-là ont, comme un seul homme, tous ensemble, déclenché. Et quand on entend le ministre espagnol chargé de l'industrie venir dire ah, on a perdu 15 000 mégawatts, on ne sait pas d'où ça vient. Mais on rêve. On rêve, on leur a envoyé l'ordre de se déconnecter. C'est absolument hallucinant. Les gens, moi, il me semble, enfin pour moi c'est évident, mais il me semble que les gens sont en droit de comprendre, enfin sont tous capables de comprendre que quand on traite les gens comme ça, on leur dit maintenant ce que tu produis, tu vas payer pour l'injecter sur le réseau, ou sinon tu te coupes, et ben ils coupent. Mais même, il doit même y en avoir où ça doit être un automatisme. Mais alors le problème, c'est l'énergie solaire ou c'est le mécanisme de fixation des prix? Ben, c'est les deux. Parce que l'Espagne, heureusement, ils ont de l'hydraulique et ils font un peu de stockage dans l'hydraulique. Mais le problème, si on pourrait alimenter un pays rien qu'avec du solaire, mais à condition de stocker l'énergie. Parce qu'à 11 heures du soir, évidemment, le solaire, ça va être juste pour les fins de repas, etc. Je ne dis même pas 11 heures du soir. Bon, donc il n'y a pas de stockage. Et le stockage est sur les réseaux et c'est à des prix mais absolument démentiels, enfin démentiels, très élevés. Et personne ne veut faire des investissements. EDF avait fait des investissements de ce genre par rapport au nucléaire pour passer, quand on était uniquement les fournisseurs du pays, on avait fait des stations de pompage comme Grand Maison, par exemple, dans les Alpes. À ma connaissance, ça doit être, je pense que c'est la plus grosse centrale de pompage, enfin unité de pompage, on appelle ça des steppes d'Europe, et on a 15 500 mégawatts là. On stocke 1500 mégawatts, je crois pendant à peu près 2 heures, ça tient pour 2 heures. Hein. Bon, mais c'est un truc grandiose, c'est magnifique, il y a une hauteur de chute, je ne sais pas, de l'ordre de 1000 mètres, on vide un barrage en bas pour l'amener 1000 mètres plus haut et on le redescend. L'eau redescend ensuite en redonnant de l'électricité. C'est quelque chose
magnifique à voir. La salle des machines en souterrain, c'est mieux que Notre-Dame, moi, à mon avis. Mais bon, Vous n'allez pas vous faire des amis. Mais c'est aussi grand. Ah, mais c'est magnifique à voir. Hein. Enfin, malheureusement, je ne pense pas que ça se visite d'ailleurs, mais bon, enfin, peu importe. Je pense que ça se visite. Mais par contre, vous mettez dans la salle des machines, c'est souterrain, dans la montagne, et à mon avis, on rentre Notre-Dame dans son ensemble dans la salle des machines. Bon, on essayera d'aller voir. Pardon, oui, non, mais demander, c'est vraiment c'est un monument, disons, électrotechnique, industriel, très rare. Donc, je précise que cette interview passionnante va être accompagnée d'un article dans le Courrier des Stratèges. Vous pouvez évidemment retrouver l'adresse juste en dessous de ces messages et on retrouvera le papier qui a été rédigé par Jean Berjal. Et puis, donc, ne manquez pas de nous retrouver sur le Courrier des Stratèges. J'en profite pour dire que notre chaîne YouTube est au fond annexe par rapport à nos activités écrites. Et puis, ne manquez pas nos différentes émissions du week-end. Je rappelle notamment une émission que je crois importante qui sera dimanche soir sur comment on manipule un macroniste. Mais c'est pour ceux qui cherchent toujours à comprendre ce qui s'est passé pendant le Covid. Merci beaucoup, Jean. Merci aussi de me permettre de m'exprimer un petit peu dans ce monde assez curieux, disons. Et pourquoi vous trouvez ça curieux? Je pensais, vous voyez, bon, là, je peux m'exprimer. Je pensais, ce que je vous ai expliqué là, quand vous voulez. Ce que je vous ai expliqué là, c'est connu de tas de gens. Des gens qui sont en poste aujourd'hui et pour lesquels il y a une censure. J'ai des collègues encore en poste qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas le dire. On le sait et on ne le dit pas. Pour moi, c'est une forme de corruption. Le système est corrompu parce qu'on tient les gens, ils ont envie de manger jusqu'à la fin du mois, ils ont envie de faire une carrière et ils n'ont pas envie de raconter des choses comme ça. Parce que là, ce problème-là, dans le cadre des discussions de la PPE côté français, avec les vraies explications qui montrent que c'est complètement délirant ce qu'on est en train de faire avec la PPE, si vous dites ça dans une entreprise et vous êtes en poste de responsabilité, votre poste de responsabilité il va changer. On va vous trouver au mieux, dans le meilleur des cas, un placard plus ou moins doré pour que vous attendiez la retraite. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous en connaissez beaucoup comme ça? Alors, je ne vais pas vous donner des noms quand même. Ah bah non. Mais moi, mon papier, je l'ai envoyé à un certain nombre de collègues. J'ai eu des réponses comme de ce genre. Bon. Écoutez, on va publier ça et puis on vous retrouve prochainement, j'espère, dans les colonnes du courrier, car c'était passionnant. Merci Jean Berjal. Merci beaucoup à vous aussi et à ce que vous faites.